OK, donc maintenant parlons d'améliorations possibles ou qui ont déjà été implémentées euh, pour Bitcoin lui-même. OK, pas pour le pool ou quoi que ce soit, mais pour le protocole de Bitcoin. OK, donc tu vas voir qu'est-ce que le futur réserve pour Bitcoin. Hmm. Donc il y a des gens qui sont extrêmement optimistes, il y a des gens qui sont extrêmement pessimistes. Donc à ce moment-là, je veux dire, c'est un point de controverse, hein. C'est une discussion que les gens peuvent avoir. Il y a des gens qui sont super optimistes, là, ici, comme John McAfee. Donc, tout le monde le connaît là, pour l'antivirus, qui avait prédit en 2019 que Bitcoin allait atteindre 1 million de dollars. Et il avait fait cette prédiction-là. Pourquoi? Parce que euh, il s'est basé sur essentiellement là, un post Reddit d'un voyageur du futur, donc un time traveler de Bitcoin qui disait là, qu'il avait prédit que l'argent, que la valeur du Bitcoin allait donc multiplier à chaque année d'un facteur de 10. Bon, ça a été prouvé là, pas bon là, finalement là, en 2019. Là, le Bitcoin n'a pas atteint le 100 000 là, qui a été indiqué là, par le voyage du futur, donc on sait que c'était faux. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement optimistes pour Bitcoin. Bon, de mon côté, mon opinion, c'est je peux pas donner d'opinion, j'aimerais pas donner d'opinion au niveau là, économique, tout ça, mais au niveau technique, on peut parler de ça. Ok, donc on peut parler de quel est le futur pour Bitcoin. Puis c'est un futur qui malheureusement va être assez, comment dire, qui va pas changer beaucoup. Ok, donc Bitcoin a des problèmes à s'adapter. Ça c'est un problème et normalement on aimerait que les systèmes évoluent. Hein. Donc l'évolutivité c'est une caractéristique importante qu'on étudie dans le génie logiciel. Et c'est quelque chose malheureusement que Bitcoin ne possède pas à un grand degré. Donc on va voir ici de quoi qu'on parle. Donc d'abord, euh, oui, c'est possible de changer Bitcoin. Okay? Je dis pas que c'est impossible de changer Bitcoin. C'est possible de le changer. Il y a toute une gouvernance ou une espèce de structure pour proposer des changements. Ce qu'on appelle ici le système là, de BIP ou Bitcoin Improvement Proposals. Donc en fait, on a déjà étudié des BIP dans notre cours, ok? Donc des choses comme le P2SH, le protocole SPV, puis des choses comme ça. Même le protocole de Stratum et tout ça, c'est pas des choses qui existaient là au tout début là, de Bitcoin. C'est des choses qui ont été ajoutées dans le passé, mais à fur et à mesure. Et la façon que ces choses-là ont été acceptées par la communauté, c'est à travers ce système là, de BIP. Donc comment ça fonctionne? N'importe qui peut essentiellement là, régider un document là, de BIP. Euh, c'est donc le partager. Et à ce moment-là, il y a tout donc un processus pour que notre document là, donc, passe à travers différentes étapes, obtient du support tout ça, avant de finalement être implémenté là, en vrai. Donc tout ça, c'est détaillé là, ici là, sur ce GitHub-là, qui est maintenu là, par la communauté open source de Bitcoin. OK? Donc, mais de façon générale, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir faire accepter un BIP? Donc ici, on a besoin d'un concept qu'on appelle la majorité économique. D'accord? Donc, essentiellement, parce que Bitcoin, c'est un système décentralisé, il faut convaincre la majorité des gens à changer puis à adopter le nouveau code. Okay? Si on n'est pas capable de convaincre la majorité des gens, à ce moment-là, on sera pas capable là, essentiellement là, de convertir la totalité des gens là, au nouveau protocole si on n'obtient pas tout d'abord la majorité des gens qui changent. Donc ici on parle de majorité économique. C'est une majorité différente de la majorité du hash power qu'on a parlé avant. Là, quand on parlait d'attaque à 51%, on parlait de la majorité des mineurs, essentiellement des ressources de minage. Ici, on parle de la majorité des utilisateurs du réseau Bitcoin. Okay? Donc pourquoi est-ce que on parle de majorité économique et non de majorité de mineurs quand on essaie de changer le code de Bitcoin? C'est parce que le code peut affecter plus que juste les mineurs. Ça peut aussi affecter la façon dont, par exemple, les transactions sont formulées. Et donc, à ce moment-là,
ça affecte tous les porte-monnaies, tous les logiciels de porte-monnaie. Les logiciels de porte-monnaie, c'est pas juste les mineurs qui ont ça, mais c'est juste des utilisateurs normaux comme nous. Donc si les gens refusent d'utiliser un nouveau format, un nouveau standard, donc on va voir par exemple le SegWit, les gens veulent pas utiliser des adresses SegWit ou des choses comme ça, ben à ce moment-là, les mineurs seront pas motivés à adopter le changement non plus. Parce que en fin de compte, les mineurs, eux, ce qu'ils font, c'est ils vont juste changer si ils voient un profit. Donc, si les clients n'adoptent pas des nouvelles formules, tout ça, ben, les nouvelles conventions, ben là, les mineurs vont pas avoir d'avantage à se convertir parce qu'ils vont pas faire plus d'argent à ce moment-là. Ok, donc, donc on a besoin d'une majorité économique. C'est important de comprendre ça. Ok, donc sinon, en termes de changement, il y a deux types de changements qui peuvent se passer avec Bitcoin. C'est le concept des hard forks et des soft forks. Donc c'est probablement un concept que vous avez déjà entendu là, je veux dire dans les nouvelles. Si vous suivez un peu la communauté Bitcoin. Donc c'est quoi la différence? Donc essentiellement, un changement de... Donc quand le code de Bitcoin se met à jour, si le changement de code est compatible avec les anciennes versions de Bitcoin, on dit que c'est un soft fork. Donc ça veut dire que les mineurs ou les utilisateurs qui décident de garder la vieille version du code, peu importe la raison, que ce soit philosophique, économique, etc., peuvent continuer de le faire et rester sur la vieille version, alors que les gens qui veulent qui supportent la nouvelle version peuvent aussi le faire, et les deux peuvent coexister. Donc au lieu de créer une fracture dans le système, tout le monde est capable de quand même communiquer ensemble puis maintenir le réseau maintenir un réseau uni. Ok. Bon, il va y avoir quand même des petits problèmes là, il va y avoir des problèmes d'incompatibilité, où il y a des choses ou par exemple des problèmes de performance si les gens décident de rester dans le vieux système. Mais de façon générale, tout fonctionne quand même ensemble. Okay? Donc ça, c'est un soft fork. Donc on va voir que la plupart des améliorations qui ont fonctionné dans le passé dans Bitcoin, c'est tous des soft forks. Okay? Donc quelque chose comme SegWit, c'est un soft fork, on va voir ça. Des changements à du code qui ne touche pas le réseau de Bitcoin lui-même, comme Stratum, HD Wallet, Lightning Network, on va voir, c'est aussi, on peut considérer ça des soft forks essentiellement, okay? Parce que ça n'a pas vraiment d'impact là, sur Bitcoin lui-même. Par contre, ce qui est pas, quand c'est pas compatible, donc c'est-à-dire qu'on force tout le monde à changer à la nouvelle version, à ce moment-là, ça crée une fracture parce qu'il faut que tout le monde change. Si quelqu'un refuse de changer, ben là, c'est comme s'il se déconnecte du réseau là, de façon permanente. Donc, il y a eu des provisions comme SegWit2x qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas réussi à convaincre les gens d'adopter ça. Ou, tout simplement, ce qui peut se passer, c'est des hard forks qui sont intentionnels. Donc, une compagnie ou des individus qui veulent, par exemple, démarrer une nouvelle monnaie, un nouveau coin, peuvent créer une branche, donc faire une copie du code de Bitcoin, faire leurs modifications, peu importe les modifications qu'ils veulent, puis là, démarrer ça comme un tout nouveau réseau indépendant qui gère sa propre monnaie. Donc ça, on appelle ça un hard fork aussi. Okay? Mais là, donc là, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est des hard forks qui essaient de remplacer Bitcoin pour une nouvelle version qui est plus performante. On ne parle pas ici de créer une nouvelle monnaie alternative. D'accord? Donc, fais attention avec ce qu'on parle aujourd'hui, quand on parle de hard fork. Donc, il y a des avantages, il y a des désavantages et des avantages pour faire des soft forks et des forks. Donc, essayez de penser un peu à ça. Donc, clairement, le hard fork, c'est plus difficile à réaliser qu'un soft fork, mais donc ça, c'est un désavantage, mais il y a des avantages en revanche à avoir un hard fork. Donc, quelque chose à penser. Une autre chose à indiquer ici, là, c'est que quand on essaye de proposer un changement qui est un soft fork, il y a une façon systématique là, de déterminer à quel moment est-ce que le soft fork va être mis en place. Donc, par exemple, au moment où on a essayé d'implémenter SegWit, donc on a mis en place un mécanisme incrémental qui fonctionne à base de signalisation.
Ok, donc comment ça fonctionne? Donc imaginons qu'on est dans la période là, immédiatement avant euh, un soft fork. Et là, on va décider c'est à quel bloc, à quel moment on va adopter la nouvelle convention. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est donc le code est déjà prêt, ok? Le code pour changer euh, pour changer là, de format ou de protocole ou quoi que ce soit est déjà prêt, mais il n'est pas encore activé. Et là, les mineurs qu'ils ont déjà, qu'ils ont déjà downloadé là, ce code-là, ce code source, là, par exemple le Bitcoin Core, là, donc le code de serveur, à chaque fois qu'ils envoient des messages, des transactions ou des blocs, quoi que ce soit, peut donc indiquer dans un flag, là, dans un champ de signalisation dans le bloc, dire que lui, ce mineur-là est prêt à changer à la prochaine version, ou ce client-là est prêt à changer à la prochaine version. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le concept de version bits. Donc ça ne veut pas dire que le bloc lui-même contient là, le nouveau format ou quoi que ce soit, parce que ça va être rejeté à ce moment-là, c'est pas encore actif, ok? Mais ça veut juste dire que ça indique que cette machine-là ou que ce serveur-là est déjà prêt à changer à la prochaine version. Donc souvent, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que euh, quand il y a quand on est capable de détecter qu'un certain nombre de machines a signalé la version. Donc, par exemple, on peut regarder les mineurs qui ont gagné les blocs. Donc là, on peut calculer donc par exemple les 2160 blocs là, dans une période, dans un intervalle de retargeting, combien de blocs ont le signal là, de la version. Si par exemple 95% là, des blocs ont le signal, là on peut dire ok, c'est clair que tout le monde aime la nouvelle version, et là ça enclenche automatiquement le nouveau code là, dans la nouvelle période là, de retargeting, de réajustement de difficulté. Donc ça, c'est un mécanisme pour faire ça, parce qu'on peut imaginer que ici on a un système décentralisé, on n'a pas là, de possibilités on n'a pas de registre ou quoi que ce soit, de façon de voter ou quoi que ce soit là, qui permet à tout le monde de dire ok, de décider c'est maintenant qu'on commence. Donc on avait besoin aussi d'un mécanisme là, dans le protocole de Bitcoin lui-même là, pour pouvoir signaliser là, quand est-ce qu'on est prêt de faire un changement. Ok, donc si vous voulez savoir plus de détails sur ça, vous pouvez aller voir là, le BIP 9. Donc tous les BIP, c'est des documents que vous pouvez consulter. Ok, donc comme je mentionnais tout à l'heure, au début, Bitcoin a beaucoup de problèmes de performance, de scalabilité, donc c'est ça qu'on va se concentrer là aujourd'hui beaucoup. Donc comment est-ce qu'on peut adresser ces problèmes de performance? Donc on imagine là que Bitcoin, au début, avait des blocs de 1 mégabit. Chaque bloc contenait peut-être là, 1000 transactions environ et prenait 10 minutes à miner. Donc la capacité du réseau total, c'est un débit de transaction de 7 par seconde. Okay? Donc c'est égal au nombre de transactions par bloc divisé par le temps de bloc. Donc 7 transactions par seconde, là, c'est vraiment, vraiment faible pour un système qui est censé être à grande échelle, déployé sur l'Internet, qui est censé être, c'est ça, universel, disponible à tous, n'importe qui peut envoyer ses transactions, c'est censé être un remplacement à de la monnaie courante, ok? Donc imaginons là qu'on veut remplacer par exemple les cartes de crédit par Bitcoin, ok? Ben, les cartes de crédit, le réseau Visa, lui traite 2000 transactions par seconde en moyenne, ok? Bon, il y a beaucoup de chiffres là, mais grosso modo, c'est pas important là, exactement les chiffres, mais on voit déjà là, la différence dans les ordres de magnitude. Là. 7 transactions par seconde Bitcoin, 2000 transactions par seconde Visa. Donc on est vraiment vraiment loin là, en termes là, de performance, là, de pouvoir là, complètement remplacer un système comme Visa avec Bitcoin. Ok? L'autre problème avec Bitcoin, c'est la scalabilité en termes de nombre de ressources. D'accord? Parce que non seulement c'est 7 transactions par seconde, mais c'est un 7 transactions par seconde qui est constant, ok? Parce que la difficulté des blocs s'auto-ajuste. On garde tout le temps une difficulté qui va maintenir un temps de bloc de 10 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire que peu importe il y a combien de ressources qui sont consacrées au réseau Bitcoin, combien de terahash là, de pouvoir est mis là-dedans, la performance est tout le temps pareille, 7 transactions par seconde. Et ça, c'est extrêmement mauvais là, pour un système distribué. Parce que les systèmes distribués sont censés là, donner un retour proportionnel, ce qu'on appelle la scalabilité horizontale, c'est-à-dire que plus on ajoute de machines, plus on ajoute de ressources dans un système distribué, on est censé avoir un rendement là, proportionnel en termes de performance. Et c'est vraiment pas ça qu'on voit avec Bitcoin, parce que sa performance euh, est constante, donc c'est-à-dire que la scalabilité est nulle. L'ajout de nouvelles ressources ne donne rien en termes de performance. OK? Donc c'est ça. Euh, donc en termes de discussion ici, on pourrait parler, ok, donc ça c'est la performance qu'on a de Bitcoin. Quels sont les paramètres qui rentrent dans ce calcul-là? Donc je l'ai déjà expliqué, donc on va essayer de penser s'il y a peut-être d'autres choses qui peut aussi être important pour calculer le set de transactions par seconde. Et donc quelle est la conséquence d'un problème? Donc est-ce que vous voyez que Bitcoin a un futur là, un avenir à long terme s'il est juste capable de supporter cette transaction par seconde? Oui ou non, ok? Donc c'est un débat qu'on peut avoir. Mais pour beaucoup de gens, c'est clairement un problème. Et on essaie donc d'adresser ce problème-là. Il y a eu des solutions qui ont fonctionné dans le passé, donc on va voir les deux solutions les plus populaires pour adresser ce problème-là. Un qui s'appelle SegWit et l'autre qui s'appelle le Lightning Network. Donc SegWit, c'est un soft fork. Donc, c'est-à-dire maintient la compatibilité du réseau et qui fonctionne dans la couche 1, c'est-à-dire dans le protocole lui-même, donc affecte le protocole euh, cœur de Bitcoin. Alors que le Lightning Network, théoriquement, c'est un soft fork parce qu'il y a c'est couche 2, puis c'est un soft fork parce que il n'y a aucun changement là, qui est nécessaire là, dans le protocole de Bitcoin lui-même. Là. Donc, on ne force pas les mineurs de Bitcoin à adopter un nouveau code. C'est quelque chose qui réside donc au-dessus du code de Bitcoin hors chaîne, mais qui va occasionnellement là, écrire des transactions sur la blockchain. Donc, on va voir aussi comment le Lightning Network fonctionne. Donc, on commence avec le SegWit. Donc, le nom complet pour SegWit, c'est Segregated Witness. OK? C'est vraiment pas un beau terme, là, selon moi. C'est un terme que j'aime pas vraiment utiliser. Et donc, comme on a vu là, dans la communauté blockchain, il y a beaucoup de mots qui sont mal utilisés ou mal appropriés. On avait parlé, par exemple, on n'a pas de coins, on a juste des chèques. On fait des chaînes de headers, pas des chaînes de blocs. D'accord? Bon, ici, c'est un autre problème. SegWit, Segregated Witness, c'est ça. C'est qu'on on retire une partie des transactions, puis on le divise, on le met quelque part d'autre. C'est un peu ça l'idée. OK? Donc, quel est le but de SegWit? Donc, son but, c'est d'augmenter la capacité des blocs. Donc, on veut garder les blocs... on va essayer de garder les blocs constants. Okay? Donc, on va dire, par exemple, que on a une taille constante 1 MB. C'est pas tout à fait vrai, là, mais j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on essaye de ne pas ajuster le paramètre de taille de bloc. On veut le garder à 1 MB pour que ça soit compatible avec les vieilles machines. Mais on veut être capable d'insérer plus de transactions dans ce 1 MB. Okay? Et donc, comment on va faire ça? Okay? Donc, on va identifier que dans les transactions, ce qui prend le plus de poids, ce sont les signatures. Okay? Donc, parce que quand une transaction veut consommer un UTXO, doit fournir doit fournir une clé publique et une signature pour consommer, là, si c'est le modèle P2PKH. Dans le modèle P2SH, on sait qu'il faut aussi fournir là, le script d'exécution là, pour donc réclamer la sortie de transaction. Donc ça, ce genre d'informations-là, surtout les signatures puis tout ça, les clés publiques, ça prend beaucoup d'espace. C'est environ 65% là, de tout l'espace utilisé dans un bloc. Donc si on est capable de retirer cette information-là du bloc lui-même, puis le mettre dans un, comme dans un message ou dans un document qui est en annexe, en quelque sorte, là, qui est mis là, à part du bloc lui-même, à ce moment-là, dans le 1 MB du bloc lui-même, on peut insérer plus de transactions
Et là, on peut comme considérer là, toutes ces informations qui sont annexes, là, comme les signatures, les clés publiques, puis le script, comme étant des valises, des bagages là, qui suivent le passager, le passager étant là, le bloc de 1 mégabyte lui-même. Donc c'est ça l'idée de SegWit, okay? C'est de diviser ce qui est vraiment la transaction elle-même de ce qui est plus là, les informations nécessaires pour sa validation. Donc, ce qu'on va retirer là, du bloc, ça va être signature et clé publique. Signature et clé publique et le script, là, dépendamment de si c'est PKH ou P2SH. Et pour vérifier l'intégrité de ces données-là, parce que maintenant, si ces données ne font plus partie du bloc lui-même, mais il faut quand même un mécanisme là, pour vérifier, pour conserver l'intégrité de ces données-là. Donc, on va réutiliser la même astuce qu'on fait pour conserver l'intégrité des transactions dans l'entête du bloc. Donc, on va maintenant générer un autre arbre de Merkle pour les witness. Et la racine de l'arbre de Merkle va résider dans la transaction de Coinbase. Parce qu'on sait qu'il y a toujours une transaction de Coinbase dans chaque bloc. Donc, c'est une transaction qui est garantie d'être là. Et là, maintenant qu'on a fait de l'espace dans la transaction parce qu'on a enlevé toutes les witness, maintenant, on peut réutiliser l'espace pour écrire là, la racine de l'arbre de Merkle. Et là, l'arbre de Merkle lui-même qui contient les witness, tout ça, c'est la balise là, qu'on ajoute en plus du 1 mégabyte. Là. Donc, c'est des données qui sont insérées là, à la fin, après le premier mégabyte. Donc, ils ne sont pas considérés comme étant partie du bloc propre, mais qui sont là, c'est des balises qu'on envoie après, qui sont optionnelles. C'est-à-dire que les vieilles machines ne vont pas recevoir cette partie-là du bloc, parce qu'eux, ils reconnaissent juste le premier mégabit comme étant le bloc, mais pour les machines qui communiquent en SegWit, eux, ils savent qu'il y a plus d'informations après le premier mégabyte. Donc là, à ce moment-là, eux, ils vont être capables il y a une modification du protocole de réseau qui permet à ces machines-là de s'envoyer des messages pour récolter les witness aussi, là, pour pouvoir faire la validation. D'accord? OK, donc, le défi, c'est comment est-ce qu'on s'assure que un changement comme ça, qui est quand même assez important, là, déplacer donc une information d'un certain endroit à un autre endroit, comment est-ce qu'on peut s'assurer que le soft fork est maintenu? Donc, tout d'abord, les anciens blocs restent valides, il n'y a pas de problème. Donc, si quelqu'un décide de ne pas utiliser le SegWit, même dans la nouvelle ère de SegWit, les mineurs vont tout simplement l'accepter comme d'habitude, vont valider de la bonne façon. C'est juste que le bloc n'est pas bien exploité parce que les witness sont insérés directement dans les transactions, mais les nouveaux mineurs savent comment valider ce genre de transaction quand même. L'autre chose, c'est que si je génère des transactions avec de vieux codes, donc avec les witness à l'intérieur des blocs, ça fonctionne quand même. Bon, là, le problème, c'est si un mineur avec, un client avec le nouveau code, génère donc une adresse witness. Donc ici, la façon qu'on dénote que c'est des adresses witness, c'est P2WPKH ou P2WSH. Parce qu'on va voir dans la prochaine slide que quand je génère une transaction avec une adresse qui est SegWit, à ce moment-là, comme j'ai omis certaines informations de ma sortie de transaction, qu'est-ce qui va se passer essentiellement en omettant cette information-là? Si cette transaction-là est reçue par un vieux mineur, parce qu'il voit qu'il n'y a aucun script là, de sortie, il va penser que essentiellement c'est ce qu'on appelle une transaction anyone can spend, une transaction qui est libre de dépenser parce qu'il semble avoir aucune logique de validation avec des signatures là, qui est contenue dans la transaction. Parce que cette validation de logique est incluse dans la valise, dans la partie witness, et le vieux mineur ne connaît pas cette information-là. Donc on dirait que du point de vue d'un vieux mineur, ces transactions-là sont vraiment faciles à valider. Donc, il n'y a pas besoin de fournir quoi que ce soit comme information, puis ils sont capables d'être dépensés, d'être réclamés. Donc, ça, c'est une question qu'on pourrait avoir. Est-ce que c'est un problème, le fait que les vieux mineurs peuvent valider ce code-là là, super facilement comme ça, sans réellement avoir fait la validation, alors que les nouveaux mineurs auraient fait la bonne validation parce qu'ils auraient reconnu que c'est des adresses qui sont witness et qu'ils doivent rechercher donc l'information de witness dans
l'appendice, okay, dans la valise pour pouvoir valider. Okay? Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il y a des situations où un nouveau mineur va rejeter une transaction P2WPKH parce que le witness ne correspond pas avec l'adresse, alors qu'un ancien mineur aurait dit oui, ça fonctionne parce qu'il n'a tout simplement pas fait de validation, parce que à cause du anyone can spend. Donc, est-ce que c'est un problème le fait qu'il y ait des vieux mineurs puis des nouveaux mineurs peuvent être en désaccord sur si la transaction est valide ou non? Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Donc, maintenant, en termes d'impact, okay, c'est quoi la conséquence du SegWit? Ça améliore la performance. Okay? Donc, la façon que c'est compté, c'est on dit que le poids du bloc, ça reste 1 mégabyte. Okay? Donc, il y a un concept, il y a une unité qui s'appelle l'unité de poids. Et l'unité de poids dit que toutes les informations qui résident dans le cœur du bloc, donc dans le premier mégabyte du bloc, comptent pour son poids original. Okay? Mais les witness qui ne font pas partie du bloc propre, mais qui sont dans la partie indexée, va compter juste pour un quart de son poids. Okay? Donc, théoriquement parlant, si on a beaucoup de witness, puis qu'on n'a quasiment pas d'informations qu'on va écrire dans le bloc propre lui-même, puis que tout est considéré comme étant witness, on pourrait quasiment dire que c'est qu'on a 4 mégabytes là, en total là, d'informations qu'on pourrait utiliser pour un bloc. Okay? Ou un peu presque 4 mégabytes là, d'informations qu'on pourrait fitter dans un bloc. Okay? Parce que si la plupart de ce bloc-là compte juste pour un quart de son poids. Okay? Donc, c'est ça. Mais de façon générale, on dit là, que SegWit offre un facteur de performance de 1.8. Donc, on vient d'augmenter notre débit par 1.8. Donc, de 7 transactions par seconde, on est rendu à genre 12 ou 13 par seconde. Bon. C'est quoi le problème? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter. On est passé de 7 à 12 ou 13. C'est pas vraiment là, majeur là, comme changement, okay? Quand on compare avec Visa qui était 2000. Mais c'est ça qu'on est capable de faire avec un soft fork. Là. C'est-à-dire que dans les limites de ce qu'on peut faire, et là déjà c'est super compliqué parce qu'il faut s'assurer, il y a plein de situations qu'il faut être capable de prendre en charge, des vieux blocs, des vieilles transactions, réclamer des adresses de vieilles transactions dans des nouvelles transactions, réclamer des nouvelles adresses dans le format de vieilles transactions. Donc il y a tout plein de complexités, de cas possibles. Et tous les cas doivent être considérés quand on fait un soft fork comme ça, puis tout doit fonctionner pour que ça reste compatible. Et malgré tous ces changements-là, tout l'effort qu'on a mis là-dedans, la seule chose qu'on a été capable de faire, c'est augmenter notre débit de 7 à 12 ou 13. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que on est capable là, de vraiment progresser dans Bitcoin sans faire de hard fork? C'est une bonne question à penser. L'autre petite question qu'on pourrait faire, c'est est-ce que les mineurs sont vraiment motivés? Comment est-ce que les mineurs sont motivés à adopter SegWit? Okay? Donc, qu'est-ce qui va motiver les mineurs? Comme j'ai dit, ça prend la majorité économique. Donc, c'est quelque chose qui va revenir ici. On peut en discuter plus la prochaine fois. Ok, donc ici pour donner des exemples sur le format de SegWit. Ok, donc si je crée une toute nouvelle transaction dans l'ère SegWit, ok, et que je veux générer une sortie de transaction avec une adresse SegWit, ok, donc on appelle ça une adresse P2WPKH ou P2WSH, ok. Donc à ce moment-là, tout simplement, dans mon script seg, ok, pardon, ici c'est pour réclamer une sortie de transaction qui est SegWit, ok, donc je crée une nouvelle transaction SegWit, et là j'essaie de réclamer une sortie de transaction. Donc normalement je dois mettre là, ma clé publique, puis ma signature, puis tout ça dans mon script seg, ok, qui fait partie de mon 1 MB, mais quand je suis en SegWit, je peux laisser ça vide, ok, donc du point de vue d'un vieux mineur, c'est comme si tu donnais aucune information, donc probablement tu vas être rejeté là, pour ta transaction parce que tu n'as pas fourni les signatures, puis le vieux mineur n'est pas capable de savoir où est cette information-là. Mais pour le nouveau mineur, il va comprendre que quand c'est vide, il peut aller chercher dans le Coinbase le Merkle root, puis tout ça, puis essayer de faire, puis trouver là, trouver dans l'arbre de Merkle ton witness, ta donnée witness qui va contenir le pub key sig, puis le script dans P2SH pour pouvoir valider le UTXO.
Bon, ici, ce que je veux parler, c'est si je veux générer une nouvelle adresse qui est P2WSH ou P2WPKH. Ok, donc je veux créer une toute nouvelle transaction et cette toute nouvelle transaction a une sortie de transaction qui va avoir une adresse en format P2WSH. Donc à ce moment-là, ma sortie de transaction, donc je me suis. Non, c'est ça, P2WSH. Donc normalement, avant, ce qu'il fallait faire. Ah, ok, ici je me suis trompé ici, c'est pas le bon ici, il fallait écrire euh, le hash redeem script up hash 160. Ok, je vais changer ça dans la slide. Mais le nouveau format pour une sortie de transaction qui est en witness, c'est juste 0 avec le hash. C'est tout. Ok, donc c'est comme si. Donc, du point de vue d'un vieux mineur, c'est comme si je poussais deux strings de bits là, dans le stack, c'est tout. Donc, il n'y a pas vraiment de logique là, de validation dans ça. Mais pour un nouveau mineur, comprend que le hash 160 ici, là, donc plus tard, quand quelqu'un va réclamer cette transaction-là, va donc offrir un witness là, qui va être hashé avec ça, comme dans le format P2SH. Et pour le P2WPKH, donc ma sortie de transaction qui a une adresse P2WPKH doit commencer par le numéro 3. Donc, ça va être juste 0 avec le pubkey hash, alors qu'avant, c'était tout un script là, complet avec le updoop, uphash, blablabla, etc. Donc là, je viens de compresser un petit peu l'information dans mon SegWit. Ok, je pense que ça va être tout pour cette vidéo, puis après ça, on va parler de malléabilité dans SegWit.